Juin 1944. Une poignée d'hommes de la 10e compagnie de l'armée secrète se regroupe dans la ferme des Carottes, cachée alors dans le bois d'Artèche, proche de Castérabouzet. Cette compagnie devient alors le maquis de la Vitte, dit maquis des Carottes. Ce pupitre retrace la vie du maquis, constitué d'exercices militaires, de corvées de ravitaillement et d'attentes de parachutage. Il insiste aussi sur le soutien de la population et du rôle important qu'y ont joué les femmes. L'armée secrète s'organise entre autres autour de Laurent Langeron, Victor Moulin, Pierre Pruette, Marcel Marcus et Noël Duplan. Laurent Langeron, militaire de carrière avec le grade de colonel, accepte de prendre en charge l'organisation des maquis, ceux-ci manquant de cadres militaires. Ce ne fut cependant pas simple pour lui, car il souhaitait être près de son fils, malade. Ce n'est qu'après sa mort en décembre 1942 qu'il devient adjoint au chef de l'état-major FFI jusqu'à la fin de la guerre. Il est démobilisé le 30 juin 1945 et conclut son passage dans la clandestinité par ces mots. La résistance était terminée. Elle n'avait que partiellement atteint ses buts. Divisée qu'elle fut par des intérêts personnels, les ambitions et la politique. Victor Moulin, né le 23 décembre 1912 à Lyon, ingénieur chimiste au laboratoire de l'armement à Paris, puis à Montauban, membre de la CGT, est l'un des premiers organisateurs de l'armée secrète, sous le pseudo de Mosaque. Après l'arrestation d'un agent de liaison, il part pour l'Angleterre, s'initie au parachutisme pour être envoyé en mission comme officier régional d'opération dans le Limousin. Pierre Pruet, connu sous plusieurs pseudos, Perrier, Prat, Dubois, Cartier ou encore Maison, est né le 14 août 1904 à Montauban, fut instituteur à l'école de Sapiac, militant de la SFIO à partir de 1925. Il entre à l'armée secrète en mai 1943, puis 6 mois plus tard, il en devient le chef départemental. Marcel Marcus, lui aussi connu sous plusieurs pseudos, Martial, François ou Firmin, est né le 15 février 1902 à Ploesti, en Roumanie. Il fut ingénieur et mobilisé avec le grade de capitaine en 1939. Chef de la 4e compagnie en janvier 1943, puis nommé commandant FFI le 18 août 1944, il s'est engagé pour la durée de la guerre. Noël Duplan, connu sous plusieurs pseudos, Daniel, Chopin, Soulier ou encore Nil, est originaire de Montauban, où il est né le 25 décembre 1912. Agent des ponts et chaussées, il fut membre de l'état-major de l'armée secrète, puis chef régional en 1943-1944, et enfin chef de l'état-major FFI du Tarn-et-Garonne à partir du 13 juillet 1944. Il fut démobilisé en octobre 1945. Cette carte montre les 14 compagnies de l'armée secrète dans le Tarn-et-Garonne en mai-juin 1944. On peut citer la première compagnie à Caussade, dont faisaient partie Ancelet et Pierre Cabaroc, que nous retrouverons pour la libération de la Pointe de Grave. On peut citer aussi la 3e compagnie à Montclar de Quercy avec Caperan, la 9e compagnie à Moissac avec Loubradou père et fils, la 12e compagnie à Lozerte avec Lafargue, la 14e à Castel-Sarrazin avec Faustin Béziers, et enfin la 10e compagnie à La Vitte sous les ordres d'André Brunel. Marsol et André Brunel se mirent à la recherche d'un terrain apte au parachutage et d'un cantonnement pour les hommes de la 10e compagnie de l'armée secrète. Ils trouvèrent 3 endroits. Premièrement, le terrain Voltaire, près de Combrouget, lettre de reconnaissance L,
Phrase code. J'entends des rabatteurs. Le sanglier craque ses dents. Par mesure de sécurité, il est déplacé à Beaumont-de-Lomagne et devient le terrain Voltaire Lilas. 2. Le terrain Rousseau, à l'est de la Vitte. Lettre de reconnaissance U. Phrase code. Socrate lit son discours. Julie est très laide. Les ciseaux sont rouillés. 3. Le terrain Viaduc, qui sera finalement retenu. Pour qu'un parachutage s'effectue dans de bonnes conditions, le terrain devait être de 300 mètres sur 400 mètres minimum, peu accidenté, non broussailleux, en lisière de bois, pour que les hommes puissent dissimuler en attendant le parachutage et y cacher les conteneurs réceptionnés, loin des villages et des routes importantes et des bases de l'armée de l'air allemande, de la Luftwaffe. Finalement, leur choix se porta sur la propriété des Bertheyès dans la commune de Castérabouzet. Les coordonnées géographiques du terrain furent transmises à Londres, qui l'homologua sous le nom de Viaduc, avec la lettre de reconnaissance A et les phrases code. La princesse est charmante, l'occasion se présente, messieurs, faites vos jeux. Le déroulement d'un parachutage comportait plusieurs phases avec des variantes dictées par les conditions locales. À noter qu'il se passait les nuits de pleine lune afin d'avoir un peu de visibilité. L'attente. Tous les jours à 13h30, les maquisards devaient être à l'écoute des messages personnels de la BBC. Si la phrase code était alors entendue à 17h30 puis confirmée à 21h30, un parachutage était prévu pour la nuit suivante. Préparation. Dans l'après-midi, les équipes étaient constituées et les camions préparés. En fin d'après-midi, ils allaient stationner en se camouflant dans la lisière des bois. La nuit tombait, l'attente commençait. Les feux de signalisation, lampes torches, feux de paille, feux de voiture, étaient placés de telle façon qu'ils indiquaient au pilote à la fois le code du terrain, sa dimension et le sens du vent. Dès que le bruit des moteurs était entendu, les feux de signalisation étaient allumés de telle façon que le pilote de l'avion puisse visualiser les limites de la zone de parachutage et se placer dans le lit du vent. Le chef de terrain, équipé d'une lampe blanche, émettait en direction de l'avion le code Morse associé au terrain. Si ce code était reconnu, le pilote allumait alors ses feux d'atterrissage et le parachutage pouvait commencer. Suivant la quantité de conteneurs, l'avion faisait un ou plusieurs passages à faible altitude. Les conteneurs et leurs parachutes étaient vite embarqués dans les véhicules et cachés jusqu'à la distribution des armes. De nombreux parachutages ont eu lieu dans le Tarn-et-Garonne, illustrés par cette carte. Pour le terrain Viaduc, plusieurs parachutages ont été annoncés à la fois par la BBC ainsi que verbalement par Marcel Marcus. Une nuit, un avion tourne au-dessus du terrain bien marqué par la lettre A, le code du terrain, mais rien n'est largué. Une autre fois, la présence des Allemands oblige à éteindre les feux de balisage. Une troisième fois, un avion est passé au-dessus du terrain, mais le parachutage a eu lieu dans le Gers. Enfin, le 5 septembre, un parachutage de 18 conteneurs est réalisé. Les pseudos ou noms de guerre servaient à rendre difficile l'identification d'une personne par l'ennemi et éviter des représailles auprès de sa famille. Aucune règle d'attribution n'existait vraiment. Par exemple, un jeune de 20 ans arrivant au maquis des Carottes accompagné par le maquisard Séville fut baptisé Tolède, deville espagnole. Vous pouvez maintenant voir défiler la liste des maquisards de la Vitte dont le pseudo est connu, avec comme fond sonore la complainte des partisans chantée par Anna Marly. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. En avril 1944, Marc Cottaz dit Colt, habitant Larazette, officier de carrière et membre de l'ORA, Organisation de la Résistance Armée, rejoint l'armée secrète. Il œuvra efficacement dans l'organisation et l'armement de cette compagnie. Dans la mesure du possible, avec André Brunel, il a instauré une discipline militaire. Lever tôt le matin, entraînement physique, exercice militaire limité par le manque d'armes, tour de garde et patrouille. Mais la plus grande partie du temps était consacrée au ravitaillement, tâche dévolue aux plus jeunes qui, durant la nuit, vont dans les fermes et dans les magasins aux alentours. Comme tous les maquis, le maquis des Carottes manque cruellement d'armes. Fin juillet, les 130 maquisards n'avaient que 48 fusils, dont les mousquetons amenés par les gendarmes de la Vitte, 55 mitraillettes Sten ou Browning, 6 fusils mitrailleurs Bren, quelques revolvers et des grenades Gammon et Mills, ainsi que 2 mortiers qui ne purent être utilisés car les obus étaient des fumigènes. Le maquis des Carottes n'a pu subsister qu'avec la complicité de la population locale qui lui fournissait du ravitaillement, des renseignements sur les agissements de l'ennemi et transportait les plis entre les compagnies de l'armée secrète. Souvent, ces missions, très risquées, étaient assurées par des femmes. Nous vous en présentons quelques-unes. Marie-Rose Gineste a 28 ans lorsque la guerre commence. Principale animatrice du secrétariat social et des assurances de la famille toulousaine, elle débute son activité résistante dès le mois d'août 1940. En 1942, elle devient agent de liaison du mouvement combat, parcourant le département avec sa bicyclette. À l'été 1942, à la demande de Monseigneur Théas, elle diffuse dans toutes les églises, sauf celle d'Artus, prêtre collaborateur, la lettre de l'évêque dénonçant les rafles des Juifs. Cette lettre sera lue durant l'office du dimanche 30 août 1942
dans les églises du département. Lucienne Lassalie, pseudo Lulu, née le 19 décembre 1925, épouse de Louis Lassalie, fut la boîte aux lettres de l'état-major de l'armée secrète, où elle exerça les fonctions de dactylo. Yvonne Harmansheim, fille du concierge du temple protestant de la côte de Sapiac, est intégrée à l'état-major de l'armée secrète en 1944 comme agent de liaison. Elle relaie ainsi Suzanne Marcus, Simone Laplace, Yvette Groc, qui assurent la transmission des ordres de l'état-major au chef des compagnies de l'armée secrète. Suzanne Marcus, née le 3 août 1902 à Buenos Aires, en Argentine. Elle est l'épouse de Marcel Marcus. Dès l'automne 1942, elle entre à l'état-major de l'armée secrète et assure les fonctions d'agent de liaison entre les différentes compagnies de l'armée secrète. La doctoresse Simone Schmidt, membre de l'Église réformée, entre en contact avec Marie-Rose Gineste dès 1943, diffusant les journaux Témoignages chrétiens et Libération. En février 1943, elle entre à la 3e compagnie de l'armée secrète, dirigée par Jules Steph, et devient agent de liaison pour l'état-major. Bénéficiant, grâce à sa profession, d'un Ausweis laissez-passer allemand, elle transporte à plusieurs reprises des explosifs et des armes. Elle intervient plusieurs fois pour sauver des personnes menacées d'arrestation ou de déportation en leur délivrant de fausses attestations. Le 6 octobre 1991, lui est décerné le titre de Juste parmi les nations par Yad Vashem. Autre juste parmi les nations, en relation avec Marie-Rose Gineste, l'évêque de Montauban, Monseigneur Théas. Son attitude fut d'autant plus remarquable en 1940. L'Église catholique a accueilli favorablement le gouvernement du maréchal Pétain, mais peu à peu, devant les déportations de Juifs, une partie se détourne de ce régime, cachant des familles juives ou soutenant ouvertement les actions des résistants. Tel fut le cas de l'évêque de Montauban, Monseigneur Théas. Marie-Rose Gineste, juste parmi les nations, peut être considérée comme une figure emblématique des femmes de la résistance. Début juin 1944, le maquis, comprenant environ 130 hommes, dont vous voyez défiler les noms, avec la marche des FFI, et moi, Carotte, la chouette emblématique, accompagnant le groupe. C'est structuré, mais manque d'armement, car les parachutages n'ont toujours pas eu lieu. Mais, malgré ce manque, le maquis affrontera la division nazie d'Aschweiz en août 1920. C'est cette histoire que le prochain pupitre illustre. Merci d'avoir visionné cette vidéo.
qui n'a été possible qu'avec les sources suivantes. Nos historiens, nos mécènes, les membres du bureau qui m'ont fait revivre: Gérardine, Michel, Christian, Benoît et André.